Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonsoir tout le monde, merci. Merci beaucoup d'être ici. Bienvenue à cette édition du Salon du Livre de Montréal. Je m'appelle Claudia Larochelle et j'aime mon travail, surtout quand ça me donne l'occasion de faire des rencontres aussi exceptionnelles que celle-ci. Je vous la présente, Neige Sinault. Elle est née en 1977 dans les Hautes-Alpes. Après une thèse en littérature américaine et des études poursuivies aux États-Unis et au Mexique, elle s'est consacrée à l'écriture, en plus d'être traductrice et enseignante de littérature à l'université. En 2007, elle publiait son premier ouvrage, un recueil de nouvelles sous le titre « La vie des rats ». Elle sortait ensuite un essai sur les figures du lecteur intitulé, là, c'est mon espagnol, Lectores entre líneas, Roberto Bolano, Ricardo Piglia et Sergio Pitol, qui lui a permis de remporter le prix Lia Kostakowski. Son premier roman, Le Camion, est sorti en librairie en 2018. Événement littéraire de la rentrée, finaliste des prix Goncourt, Médicis et Décembre, Triste Tigre, son nouveau livre, publié aux éditions POL, a remporté cette année le prix Femina 2023 et plus récemment, parce qu'on l'a appris il y a quelques jours à peine, le prix Goncourt des lycéens aussi s'est ajouté à la liste. Oui, hein, une bonne main d'applaudissements. Neige Sinault vit avec sa famille au Mexique et elle est avec nous à Montréal lors de ce salon. Et merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Neige Sinault. Neige, votre venue survient en plein dans la 8e grande semaine des tout-petits, qui vise à réfléchir collectivement à travers la province sur la petite enfance et son bien-être. Il y a environ 1 personne sur 10 qui a été abusée dans son enfance. Neige s'est intéressée de près aux travaux de la Commission indépendante française sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, CIVIS. C'est ça le nom de la commission, dont le rapport final a été rendu public le 20 novembre, donc c'est encore très récent. Sans son témoignage et celui de plusieurs autres, cette conscientisation n'aurait peut-être pas vu le jour, jamais vu le jour de la sorte, en fait. Preuve que les pouvoirs de la littérature, une fois de plus, vont au-delà du simple divertissement. Triste Tigre en fait la démonstration à travers les mots justes et percutants de celle qui décrit son vécu dans une forme hors de l'ordinaire, en proposant une autre manière d'observer la culture de l'inceste. Par sa force de frappe inébranlable, ses qualités de fil de ferriste sur un fil aussi mince que celui qui surplombe le sujet encore hyper tabou de l'inceste, elle contribue à percer la chape de plomb qui étouffe encore, hélas, la parole des incestués, ici comme ailleurs. Voilà. Et là, on a la chance de l'avoir avec nous à Montréal. Et on va commencer cet entretien, on va briser la glace de cette manière-là, par une lecture que Neige va nous faire d'un extrait de Triste Tigre. On l'écoute. Merci. J'avais envie de lire un extrait assez long. Je ne sais pas si c'est possible, on va voir. Donc, c'est un extrait qui est à la fin du texte et qui se pose la question du visible et de l'invisible. Parce que j'avais besoin d'employer plusieurs images pour essayer de comprendre ma propre démarche. Et selon moi, ma démarche, là, dans l'écriture, c'est rendre visible ce qui est invisible. Partir ou rester? Est-ce qu'il faut partir alors pour se réinventer? Je suis partie, d'abord à quelques heures, puis de plus en plus loin, mais on n'est jamais vraiment assez loin. Je vis au Mexique, une de mes sœurs vit au Chili, des pays lointains que nous aimons de manière contradictoire et où nous ne serons jamais vraiment chez nous. Mon autre sœur et mon frère sont restés. Qu'est-ce qu'ils voient quand ils regardent la maison où leur père m'a violée? Elle a été vendue, ils ont hérité d'un garage à côté de la maison, qu'ils ont aménagé en petit appartement. Ma sœur y a vécu longtemps. Dans son bout de jardin, elle avait mis une minuscule table et des chaises.
derrière la haie, la maison de son enfance, de nos enfances. Qu'est-ce qu'elle voyait? Est-ce qu'elle avait été capable de rajouter de la vie dans ces lieux, de peindre avec des couleurs par-dessus le noir de la mort qui, pour moi, continue à défigurer tout le paysage? Ou est-ce qu'elle acceptait de vivre avec cette mort en le regardant en face, de l'autre côté de la haie chaque matin? Quand on arrive dans un lieu inconnu, on ne voit que le visible. Dans un lieu qu'on connaît, on voit les deux, le visible et l'invisible. Ce qu'il n'y a plus, ce qu'on nous a raconté sur les lieux, les légendes, les expériences attachées à chaque recoin. Bernardo Achaga raconte l'histoire d'un étranger qui s'installe dans un village et devient ami avec des paysans du coin. Un jour, alors qu'ils sont tous trois sur une colline qui surplombe un plateau, assis sur un muret, l'étranger discute avec deux gars du village de la nature particulière de ce qu'ils voient en dessous, dans la plaine qui s'étend sous leurs yeux. Un des deux vieux paysans dit au narrateur qu'il a beau être malin comme un lapin, il ne peut pas voir dans ce paysage autant de choses que ce qu'il voit lui. L'étranger a la vague sensation qu'il a raison sans comprendre vraiment. Il demande au paysan de lui expliquer pourquoi. Parce que vous ne voyez que ce qu'il y a. Au contraire, moi, je vois ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et donc, il lui raconte, là je résume un peu parce que je trouve que c'est un peu lent, il lui raconte que lui, puisqu'il est originaire de ce village, quand il regarde au loin, il voit le passé de ce village, il voit l'espace bien plus loin que l'étranger, il voit le visible, ce qu'il a sous les yeux, et l'invisible, toutes les couches de l'existence de ce village. Et donc, après cette histoire-là, je reprends l'histoire avec ma sœur et je me pose à nouveau la question. Quand je bois un thé à la petite table du petit jardin de ma sœur et que je vois derrière la haie la maison où j'ai grandi, je vois les améliorations qu'ont faites les nouveaux habitants. Je vois comment les arbres que nous avons plantés quand j'étais petite ont poussé. Je vois le reste aussi. La cave où on a habité 1 an pendant que le reste de la maison était en travaux, par exemple. On dormait tous dans la même pièce. Ma mère partait à 6h du matin faire le ménage des locaux du Parc national des Écrins. Dès qu'elle était partie, il m'appelait dans son lit. Je faisais semblant de dormir. Mais au bout d'un moment, j'avais envie de faire pipi. Je me retenais le plus longtemps possible. Je savais qu'il était réveillé, j'entendais sa respiration derrière l'étagère qui séparait nos lits de celui de mes parents. Puis, il fallait bien que je me lève. Je faisais pipi dans un pot qu'on avait à cet usage. Il m'entendait, il m'appelait, j'allais dans le lit. Je me demande ce que faisait ma sœur, pas la plus jeune qui n'était pas née, mais mon autre sœur de 2 ans, ma cadette. Est-ce qu'elle se retenait plus longtemps que moi? Est-ce qu'elle allait, elle aussi, dans le lit? Même après qu'on eut emménagé à l'étage, on retournait souvent au sous-sol où les outils étaient entreposés. Il m'emmenait travailler au jardin et on faisait des séjours dans la cave entre 2 brouettes de terre. Je vois aujourd'hui les voûtes en pierre ancienne bien restaurées dont j'ai gratté les joints de ciment pour enlever la mousse qui y poussait il y a si longtemps. Et je vois cette cave. Je vois la façade de la maison et derrière je vois toutes les pièces, avant les travaux, après les travaux. Je vois chacune d'entre elles et dans chacune, je me vois moi. Et je le vois, lui. Que voit ma sœur? Son invisible est-il si différent du mien pour qu'elle puisse tolérer chaque jour de le regarder? Est-ce qu'elle voit là aussi les souvenirs heureux, l'innocence? Ou bien elle voit juste une maison, une bonne grosse maison des Alpes qui un jour était en ruine, il y a 20 ans, et 20 ans plus tard a été très bien restaurée? Il me semble impossible qu'elle ne voie pas la maison hantée. Et ceux qui l'ont achetée, ils ont fait une affaire, puisque la maison a été vendue à un prix très bas après le procès. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Ils avaient de la famille dans le village, tout le monde savait. Ils ont acheté une maison dans les pièces de laquelle une petite fille avait été violée, dans chacune des pièces. Comment cette maison peut-elle ne pas être hantée? Même si on ne croit pas aux fantômes, comment faire quand on sait pour ne pas y penser? En face de la maison, dans un cabanon, vit la sœur de cette petite fille. Chaque jour, on la croise. Est-ce qu'on se demande tous les jours ce qu'elle ressent en la croisant devant la maison où elle a grandi et qu'elle a quittée quand son père est parti en prison? Est-ce qu'on arrive encore à être content d'avoir fait une affaire en achetant une belle maison des Alpes?
pense que j'arrête là parce que c'est un peu long. Merci pour cet extrait qui donne déjà très envie de poursuivre la lecture. Neige, dans cet extrait-là, qui est bien choisi d'ailleurs, vous parlez du visible et de l'invisible. Est-ce que l'écriture, pour vous, ça a été une manière de chercher l'invisible, de scruter, puis de pouvoir l'écrire ensuite? En tout cas, c'était mon intention. C'était l'idée que j'avais au départ. Me servir de toutes sortes de procédés, me servir de la littérature pour essayer d'éclairer un endroit où il n'y a pas de lumière du tout, pour plein de raisons. Il n'y a pas de lumière parce que c'est horrible, parce que c'est triste, parce que c'est une expérience atroce, mais c'est obscur aussi parce qu'il n'y a pas de langage. Il n'y a rien là. Et donc mon idée, c'était de me servir, de chercher la lumière, on va dire, on peut le dire comme ça, pour essayer de faire que ça soit obscur toujours, mais différemment. Oui, parce qu'en plus, on a tous nos KGB, hein? Nos KGB dans l'obscurité. Chaque être humain a ça en plus. Et c'est comme si avec ce livre-là, c'était une piste pour aller les éclairer aussi. Donc, chaque personne en fait quelque chose de ce livre-là. Je pense que c'est pour ça qu'il parle autant aux gens, et pas nécessairement des gens qui ont vécu ce que vous avez vécu, mais qui ont des squelettes dans le placard ou des zones grises ou des zones noires, encore plus. Oui, c'est ça. Mais il me semblait que la littérature, elle peut faire plein de choses, hein. Mais entre autres choses, essayer de penser là où on s'interdit de penser, essayer de voir là où on ne voit pas. Enfin, tout est très paradoxal. Ça donne la sensation que c'est peut-être possible. En fait, c'est pas possible. Mais c'est une tentative, en tout cas, d'aller au-delà de cette obscurité. Il y a une citation de Bernard Noël, que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvée là, mais qui dit que la littérature, puisqu'elle travaille à la fois le visible et l'invisible, éclaire l'obscur. Et ça me parlait beaucoup. Ça m'a guidée pendant l'écriture de ce livre. Ouais. Et pour les lecteurs aussi. C'est ça. C'est ça pour l'écrivain et pour celui qui lit aussi. Scruter l'invisible, puis aller déceler des choses, à trouver des réponses. Mais vous le dites, en plus, dans ce livre-là, vous ne donnez pas de réponses. Vous posez des questions. Et ça, c'est important aussi, hein? C'était important dans votre forme et dans votre démarche. Oui, il me semblait que c'était une place qui me convenait, en fait. Ça ne me convient pas de donner des réponses. J'en ai pas des réponses. Non. Mais j'ai cette possibilité de poser mieux certaines questions. C'était ça ma démarche. Et une fois qu'on commence ça n'arrête plus, en fait. On pose une question, ça amène à une autre question, ça amène à une autre question. C'est là qu'on se rend compte aussi de la force de la pensée. Quand on se décide, quand on prend la décision, OK, on y va. Après, d'une certaine façon, ça va tout seul, parce qu'on est dans cette énergie-là. En tout cas, c'est ce que j'ai senti en écrivant. Et je voulais que ça soit maintenu dans l'énergie qu'on sent quand on lit, la joie qu'on a quand on se lance dans un questionnement comme ça, qui permet d'ouvrir des portes. Et c'est une libération, hein, après, j'imagine, en quelque sorte. En quelque sorte, et en même temps, non, parce que on se prend des murs. Alors, j'ai pas l'habitude de faire beaucoup d'images. Là, je fais que des images, mais ça fait rien. C'est comme ça. On ouvre une porte et puis il y a un mur derrière. En tout cas, ça s'est passé aussi comme ça beaucoup pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas non plus la sensation d'un tourbillon victorieux où tout d'un coup je vais élucider des choses. Je rencontre des obstacles que je ne peux pas franchir. Donc, je m'arrête et puis je m'attaque par un autre angle et je rencontre un autre obstacle. C'est quand même... à la fin du livre, je ne sais pas si ça produit une frustration, mais en tout cas, il y a une libération parce qu'on a réfléchi, ouais. Et en même temps, on n'a pas répondu. Non, c'est fou. Et les gens vous le disent des fois, mais on ne répond pas aux questions. Mais c'est pas là, c'est pas dans l'écriture qu'on répond à des questions. Non, après, il y a des personnes qui répondent quand même. C'est-à-dire que comme c'est une conversation, chacun a la possibilité de trouver sa réponse, en tout cas de proposer ses propres hypothèses. Mon idée, c'était
de lancer des sujets. Moi, j'ai des hypothèses, je les présente comme telles. C'est des possibles réponses. Et il y a plein de lecteurs et lectrices qui en amènent d'autres parce que c'est les leurs selon leur parcours de vie, selon leur questionnement philosophique. C'est des questions, même si on n'est pas des grands philosophes, mais c'est des questions sur le sens, pas le sens premier, mais le sens qu'on découvre quand on veut vraiment se poser des questions. Ouais. Et là, vous arrivez au Québec avec ce livre-là, qui vraiment fait beaucoup parler. Vous êtes bien accueillis. Comment vous la voyez, cette réception-là au Québec? Peut-être par rapport à d'autres endroits du monde ou à la France même? C'est un peu surprenant pour moi parce que j'avais l'impression au début que ça allait être très difficile de faire lire ce livre. Je l'ai fait lire autour de moi avant de trouver un éditeur et c'est pas rien de recevoir un livre comme ça. Non. Et c'est pas parce qu'il est bien accueilli et bien présenté. Moi aussi, quand je le présentais à mes copines, je leur donnais envie et je faisais mon maximum pour qu'elles aient l'impression que ça n'était pas un livre qui allait leur faire du mal, mais que ça allait permettre une conversation et tout ça. J'ai senti quand même pas mal de réticence. Et donc là, grâce à l'exposition que j'ai eue, grâce au soutien que j'ai eu de tellement de libraires, tous ces journalistes qui m'ont invité, tous ces gens qui ont pris en charge le discours sur mon livre, qui en parlent souvent bien mieux que moi, ça permet que ces réticences, elles tombent. Et c'est assez fabuleux. Oui, parce que vous me disiez que, bon, malgré ces prix, malgré la réception, il y a les doutes qui persistent toujours. Il y a les doutes de l'écrivain, ça c'est sûr, il y en a toujours, les doutes de l'écrivaine, de l'écrivain, mais il y a les doutes aussi de ce travail de création en rapport avec un tel sujet aussi. Ça perdure. Oui, bien sûr. Moi non plus, j'ai pas envie de lire des livres sur ce sujet, je le dis dans le texte. Hein. Ouais. Je lis des livres sur ce sujet, je regarde des documentaires, parce qu'en même temps, il y a une espèce de force d'attraction. Quand on a été victime, on est souvent attiré on a envie de se reconnaître dans les témoignages des autres, et on s'y reconnaît, même si c'est des expériences différentes. Mais ça produit aussi une forte répulsion. Et donc, je ne vais pas volontairement, en général, vers des travaux qui parlent de ce sujet-là. Et donc, je comprends que les autres non plus, qu'on va pas... et donc, je suis assez étonnée et très fière que des gens offrent mon livre, par exemple. D'avoir ce courage-là de dire, je sais que c'est pas un sujet rigolo, mais j'ai envie de t'offrir ce livre quand même parce que je trouve que c'est intéressant de l'aborder différemment, de parler de ça. Et ça, c'est magnifique. Donc, il y a cette ouverture aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. D'offrir ça, c'est quand même de vouloir ouvrir le dialogue. J'ai un peu l'impression. Alors, en France, c'est un moment un peu historique pour nous en France, là, avec ce qui s'est passé avec la Civise. C'est une commission gouvernementale, financée par le gouvernement, une commission d'experts qui a reçu des témoignages. Ils ont reçu 30 000 témoignages d'adultes en 2 ans et demi. Donc c'est un très, très grand nombre. Donc il y a cette conversation dans la société que moi, je n'avais pas imaginé, évidemment, au moment d'écrire mon texte. Et on n'écrit pas dans le vide. Ce livre arrive à un moment où il peut être reçu. Donc la réception, là, ça m'échappe complètement, mais ça arrive dans un moment où il y a cette conversation, après MeToo inceste. Et c'est assez extraordinaire que ça existe, quoi. Puis vous en parlez dans votre livre. Vous convoquez beaucoup de femmes, hein? Pas que des femmes, mais des témoignages, des gens qui ont écrit sur le sujet. Ça aussi, c'est important de marcher dans les traces de celles qui étaient là avant et qui ont fait le chemin. Oui, bien sûr, un petit peu. C'est-à-dire que je fais appel à des textes en général quand je réfléchis, mais sur n'importe quel sujet, pas nécessairement sur ça. Les textes
les livres, les conversations me permettent de réfléchir. Donc, je fais appel à ce dont j'ai besoin. Mais il me semblait important de tracer quand même un peu la généalogie de cette conversation. Et j'arrive pas dans un espace mental où c'est impossible. Ça a été rendu possible par toutes celles et ceux qui sont venus avant moi et qui ont tracé un peu les contours de cette conversation. Et nous, on apprécie ce travail-là aussi. Et c'est une manière d'honorer aussi les gens qui ont eu l'audace parfois même de parler d'inceste avant. Ça aussi, comme quand vous parlez, par exemple, on parlait de Christine Angot l'autre fois, quand on s'est rencontrés. Vous disiez, Christine Angot, je pouvais pas passer à côté. Elle a pris les claques. Tu sais, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Ça permet aussi de comprendre le moment historique où on est. Son livre sur l'inceste, son premier livre, je crois que c'était en 99. Non, peut-être avant, dans les années 90. Ouais, c'est à la fin des années 90. Ouais. Et ça a été reçu avec beaucoup de violence. L'inceste, oui. Oui, ça s'appelait l'inceste. Et ça a ouvert une possibilité, je pense, pour plein de gens de prendre conscience de ce phénomène social qui n'est pas... c'est pas une question de fait divers qui arrive de temps en temps, c'est un phénomène de société qui résulte de la domination de l'enfant qui est à la merci des adultes qui l'entourent. Et je pense que Christine Angot, elle se défendait surtout sur le plan de la littérature. Elle voulait parler du mal radical, mais quand même, dans ses textes, elle pose la question de la possibilité dans notre monde qu'une personne devienne l'esclave d'une autre personne et que ça semble anodin à tout le monde. Ouais. Et ça, aujourd'hui, on n'est plus là. On n'est plus à tous ces malentendus qu'il y a eu autour des textes de Christine Angot, par exemple. Non. Qui a reçu un prix, par exemple, le prix SAD. C'est une journaliste qui me l'a appris une fois dans une interview. Un prix qui était réservé à des textes érotiques. C'est fou, je me suis toujours demandé pourquoi elle avait obtenu, je comprenais pas. Eh ben, c'est eux qui ont imaginé que c'était une bonne idée et que c'était un texte transgressif et qu'il y avait encore cette image-là dans la société de l'inceste comme l'ultime transgression, mais comme un truc un peu cool. Alors que elle, évidemment, c'est une dénonciation d'une violence atroce. Donc ça montre bien, ça montre rien sur Christine Angot, ça montre quelque chose sur la société telle qu'elle était en France à cette époque-là. Et on est aujourd'hui dans un autre moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retourner 10 ans plus tard à là où on était. Oui, mais bon, on sait bien comment ça fonctionne. Hein. C'est, Eva Thomas, qui a parlé de l'inceste à la télé pour la première fois, c'était en 86. Oui. Et donc, il y a des choses, on a l'impression que tout d'un coup, il y a une conversation sociale sur un sujet, mais le silence gagne toujours, le silence se rabat sur nous. Et cette femme, elle est extraordinaire. C'est aujourd'hui une grand-mère et elle continue à participer à tous les débats qu'elle peut sur ce sujet et à mener cette lutte qui n'est pas gagnée. C'est ça, c'est pas gagné encore. Non, c'est pas gagné, non. Non, comme plusieurs luttes, d'ailleurs. Le concours des lycéens, et ça a été une belle surprise, cette réception-là, ce prix-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses derrière la réception de ce prix-là. Il y a ces jeunes qui sont là, qui vous appuient, vous donnent leur aval, ils vous ont lu. C'est la jeunesse, c'est les futures générations. Ça en dit quand même un peu long. Oui, c'est vraiment magnifique. Puis c'est des gens qui lisent... Alors, on n'est pas tous pareils, mais... Quand on a entre 15 et 18 ans, on lit avec une grande ferveur. Et on lit... On trouve dans les livres ce dont on a besoin. Et moi, de pouvoir imaginer qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui des jeunes gens qui ont besoin de ce que j'ai à dire, qui ont besoin de se poser ces questions-là, que j'essaie de poser, c'est très enthousiasmant. Ça donne une idée aussi de la capacité, du courage intellectuel de ces générations-là qui arrivent là. Vous les voyez comment, ces jeunes-là? Parce que vous leur avez aussi enseigné, parce que Neige a été professeure, elle a enseigné à ces jeunes-là à la fac. Hein? Vous avez quoi, entre 18 et 20 ans? Et bon, vous les connaissez un peu? Oui, c'est ça. Bon, après, moi, j'ai enseigné à des jeunes qui choisissent
littérature, donc ça me donne pas une image très précise de la société en général. C'est quand même, on est une minorité, mais en tout cas, ça me manque quand je le fais pas. Je trouve ça très dur. C'est très dur d'enseigner. Je trouve ça beau et dur. C'est tellement intense parce qu'on est questionné en permanence. C'est jamais pareil. On a beau donner le même cours 3 fois. On reçoit beaucoup, mais on reçoit beaucoup d'interrogations aussi. On est tout le temps dans une intensité. Et c'est très, très fatigant, en fait. C'est presque impossible d'écrire quand on enseigne, en tout cas pour moi. Donc, à chaque fois, j'enseigne pendant quelques années, puis après, je suis obligée d'arrêter pour écrire, et puis après, j'ai envie de reprendre. Mais en tout cas, toutes ces années-là où j'ai enseigné, ça a été très, très riche. Et surtout pour ça, pour la qualité de l'échange qu'il y a avec des gens qui découvrent la littérature et qui se posent la question, qu'est-ce que c'est la littérature ? Chaque fois qu'il y a un jeune qui arrive à la littérature, il doit la définir pour lui-même. Et donc, en général, c'est comme chaque fois qu'on fait un livre. On n'a pas une liste de critères qui disent la littérature, c'est ça, ça, ça et ça. On a à chaque fois le défi de faire de l'art avec du langage. Et ça, c'est magnifique d'être avec des jeunes gens, de lire des textes du XVIIIe siècle ou de lire des textes de n'importe quoi, parce que moi j'ai donné des cours un peu sur tous les sujets, et de se dire qu'est-ce qui fait qu'un texte qui a été écrit il y a 200 ans, 300 ans par quelqu'un en Allemagne, ça reste aujourd'hui quelque chose d'esthétiquement valable pour nous. Ça, c'est passionnant. Et qu'est-ce que ça a été pour vous, la littérature, à cet âge-là? C'était tout, C'était vraiment... Je voulais être là, quoi. Je voulais être là-dedans. Je pense que je me suis mis à écrire tout simplement parce que la lecture, ça m'a révélé, je sais pas, je voudrais pas être trop grandiloquente, mais une double vie, on va dire. Une deuxième vie intérieure. Ça m'a pas résolu quoi que ce soit dans ma vie normale, mais ça m'a donné la possibilité de vivre plus dans des mondes intérieurs. Est-ce que le Mexique a changé ou façonné l'écrivaine que vous êtes? Certainement, je ne peux pas revenir a posteriori et savoir ce que ça aurait été. La langue étrangère, ça a été magnifique pour moi. J'ai appris d'abord l'anglais, je fais des études d'anglais. C'était très dur parce que j'ai appris adulte, donc c'est pas la même chose que quelqu'un qui est bilingue qui sait déjà. Ça a été un très très gros effort et en même temps c'est un effort qui m'a ouvert des mondes. Et l'espagnol c'était la même chose, c'est un effort qui m'a ouvert non seulement une langue mais aussi une culture. J'ai travaillé sur des auteurs latino-américains. Encore une fois, une double vie, une triple vie, une quadruple vie, de pouvoir être dans des mondes que j'aurais pas imaginé, moi, de mon petit village des Hautes-Alpes, ça c'est sûr. Vous vous consacrez maintenant à l'écriture. Ça doit faire une grande différence. Vous avez ce temps, vous prenez ce temps pour le faire. Est-ce que votre vie précédente d'écrivaine, parfois, vous enrageait un peu? Est-ce que c'était choquant de devoir être divisée entre la vie d'enseignante, de prof et celle d'écrivaine, alors que là, vous êtes complètement dédiée à ça? Je me suis jamais complètement dédiée à ça. J'ai fait toutes sortes de choses, comme la plupart des auteurs. Il y a combien d'auteurs qui vivent de l'écriture? Pratiquement personne, très peu. Ouais. Donc, on oscille. Il y a des gens qui décident de faire quelque chose qui n'a rien à voir. Un très grand écrivain mexicain qui s'appelle Jesús Gardea, qui est décédé, un très grand écrivain du XXe siècle, qui est assez peu connu à l'étranger, mais qui est un classique au Mexique. Il était dentiste. Et souvent, je pense à lui parce que je me dis, effectivement, il passait ses journées à travailler sur des dents, à recevoir des gens et tout ça. Puis il rentrait chez lui, il avait son cerveau complètement prêt pour l'écriture. Et après, il y a une autre possibilité, c'est de faire des professions un peu connexes, un peu de la traduction, de l'enseignement, de la critique littéraire, des choses qui ont un peu à voir,
qui nous remplissent du journalisme. J'ai des amis qui écrivent et qui sont aussi journalistes. On écrit, on est dans une activité qui est assez parallèle à l'écriture créative. Et en même temps, on donne beaucoup d'énergie pour gagner sa vie et il reste moins de temps pour son œuvre. Voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la richesse aussi. C'est un espèce de combat. Et ben c'est comme ça, quoi. Hein. Après, c'est vrai que c'est rigolo quand souvent, dans les revues littéraires, ils posent des questions, quelles sont vos habitudes d'écriture et tout. Et en vérité, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la possibilité d'avoir des habitudes d'écriture. On écrit quand on peut, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Si on va revenir au texte dans Triste Tigre, il est question de la mer. Et moi, cette question-là m'a obsédée. Ça m'a vraiment... je me suis questionnée sur la posture de la mère qui reçoit souvent socialement tous les blâmes. Et pourtant, il n'y a pas que la mère qui doit s'occuper de l'enfance et des enfants. Ça c'est revenu dans votre livre. Oui, alors il y a toute une constellation de problèmes autour de ça. Hein. J'ai voulu questionner des clichés dans mon livre. J'ai voulu questionner des stéréotypes. Et des stéréotypes que j'ai moi-même. Je ne suis pas quelqu'un de... J'ai vécu cette expérience et je me suis questionnée pendant des années sur ça. Mais moi aussi, je suis influencée par la culture dans laquelle j'ai grandi et par ces stéréotypes-là. Et en relation à cette question des mères, moi aussi, j'ai eu de la colère contre ma mère. J'ai attendu toute mon enfance que ma mère se rende compte de ce qui m'arrivait sans jamais lui parler. C'est très courant chez les victimes. On a l'impression que notre mère devrait avoir une intuition maternelle, devrait lire à travers nous et se rendre compte de ce qui nous arrive. Et donc, une des choses qui fait qu'on ne parle pas, c'est parce qu'on a l'impression que puisqu'elle ne voit pas, elle ne veut pas voir. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont comme une espèce de magma culturel qui rend le silence encore plus pesant. Donc je voulais parler de tous ces sujets-là. Et donc ce stéréotype-là, il fait que quand il y a une révélation d'une histoire de viol, d'une histoire d'inceste, on condamne le violeur évidemment, mais tout le monde condamne les mères. En se disant, celle qui n'a pas vu, celle qui n'a pas protégé, celle qui n'a pas rempli son rôle. Et moi aussi, j'ai accusé ma mère. Moi aussi, je pense qu'elle a une responsabilité dans cette affaire. Mais n'empêche, elle ne m'a pas violée. Ce n'est pas elle qui a mis en place ce système néfaste qui a fait qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Donc j'ai voulu explorer un peu ça. Et comme on disait au début, mettre sur la table cette question, la laisser ouverte, mais qu'on ne résume pas notre attitude à se dire « Ah ben oui, les violeurs c'est des monstres, les mères c'est des incapables, enfin la justice est pourrie ». C'est pas, en vérité, ça ne nous permet pas d'avancer ça. Moi, ce qui me permet d'avancer, c'est d'essayer de voir la complexité à chaque fois de toutes ces choses-là. Et pour celles et ceux qui n'ont pas lu encore Triste Tigre, la Mère de Neige a dénoncé, elle vous a plutôt accompagné dans le processus de dénonciation. Elle était là au moment où vous avez décidé de le faire. Elle m'a accompagnée plus ou moins. C'est-à-dire quand je lui ai révélé cette affaire, elle était tellement sous le choc que la première chose qu'elle a faite, et je le raconte dans le texte, donc je peux le raconter ici à nouveau, hein, elle est allée demander confirmation à mon beau-père. Est-ce que c'est vrai ce que Neige m'a raconté ? Et là, ce qui est un fait assez rare, il a avoué tout de suite. Il a dit oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il avait nié ? Est-ce qu'elle m'aurait quand même cru ? Donc toutes ces questions-là sont là-dedans. Et après ça, elle est quand même restée encore 1 an à vivre sous le même toit avec d'autres enfants. Elle dit qu'il lui a fallu ce temps, qu'elle était sous son emprise, qu'elle avait peur. Et que donc, moi, 1 an plus tard, j'ai dit, bon, ça suffit, c'est plus possible, là, qu'est-ce qu'on fait ? Et on a décidé de porter plainte ensemble. Donc la police est venue le chercher et l'a emmené en détention. C'est la seule solution qu'on a trouvée pour qu'il parte. Donc, si vous voulez, effectivement, elle m'a accompagnée, on a porté plainte ensemble, et ensuite, on a eu tout un processus dont je parle un peu dans le texte,
de très compliqué d'assumer cette histoire dans nos vies. Moi de mon côté, elle du sien. Et c'est vrai qu'elle m'a accompagnée, c'est vrai qu'elle a été bienveillante dans l'écriture de ce livre, qui pourtant n'était pas ravie, que j'expose à nouveau notre histoire personnelle. Le procès qu'on a eu, c'était un procès public, c'était mon choix. J'avais cette intuition, j'étais pourtant très jeune, j'étais une jeune fille. On m'a posé la question au tribunal, est-ce que vous voulez que ça soit un procès à huis clos ou un procès public? C'est les victimes qui choisissent ça. Et à huis clos, ça veut dire qu'il n'y a pas d'articles dans les journaux, ça veut dire que ne peuvent entrer dans la salle d'audience que les personnes concernées. Et moi, j'ai choisi un procès public parce que je voulais affirmer par là que ça n'est pas un fait divers affreux, que c'est un problème et un phénomène qui concerne aussi d'autres gens. Et je ne me suis pas trompée, dans la salle d'audience, il y avait plein de gens que je ne connaissais pas. Et ça a permis que un peu de parole sur ce qui nous était arrivé circule dans la société, effectivement, un peu comme des ragots. Ah là là, il est arrivé cette histoire horrible dans le village d'à côté, mais pas seulement. Mais aussi dans d'autres familles où ces choses-là sont arrivées et qu'il s'est produit de dire « Ah ben, il y en a qui portent plainte et qui gagnent un procès ». Et dans un procès, le coupable est mis à sa place. C'est lui qui est condamné, c'est la parole de la victime qui est entendue. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est produit pour nous. Donc, voilà, pour revenir un peu là-dessus, il y a eu cet accompagnement auquel j'ai eu droit et qui, de la part de ma mère, a été un effort et un choix politique. C'est aussi un choix de la part de ma mère d'assumer cette position-là, de « ok, il s'est passé ça, c'est cette blessure-là, qui est une blessure de toute une famille, en fait. » Parce que, et ça, vous le dites, c'est important aussi qu'on se le rappelle, c'est que dans tout acte d'abus ou de violence fait à l'endroit d'un enfant, mais pas que, il y a des victimes collatérales aussi. Il y en a d'autres autour. Chacun autour a souffert à sa manière. Mais bien sûr, c'est un système. C'est Dorothée Ducy, qui est une anthropologue, elle a fait de l'anthropologie sociale, je la cite dans mon texte parce que je trouve ses livres très éclairants. Et elle a écrit un essai, il y a déjà longtemps, qui était plus publié et qui a été republié grâce à MeToo Inceste, qui s'appelle « Le berceau des dominations ». Et donc, le titre dit bien ce qu'elle veut dire, que l'inceste, c'est un phénomène social qui est là depuis l'enfance des gens incestés, elle emploie cette expression, des incesteurs, des incestés, mais de tout l'entourage de la famille et l'entourage simplement de tout le monde. On fréquente à l'école, puisqu'il y a 1 personne sur 10 en France qui a été abusée, tout le monde se trouve à un moment donné dans une classe où il y a un enfant qui va mal parce qu'il est abusé dans sa famille. Et ce silence-là, même s'il n'y a pas de mots dessus, on est tous en contact avec ce silence-là, avec cette domination-là, avec des gens qui ont été réduits en esclavage dans leur propre famille. Donc on est tous, qu'on le veuille ou non, dans ce système-là. Vous êtes mère, vous avez une fille de 12 ans, c'est ça? On est plusieurs parents ici, et puis en vous écoutant dans les médias, en vous lisant, on peut se poser la question, mais comment faire? Quoi faire pour éviter que... Ou en tout cas, être aux aguets. Oui. Vous voyez? Et ça, on peut se poser cette question-là quand même. Comment on allume nos lumières face à ça? Comment on parle, on ouvre le sujet? Moi aussi, je me pose cette question-là à la fin du livre. C'est un livre en 2 parties. La première partie est un questionnement sur cette histoire particulière depuis mon enfance jusqu'au procès. Et la deuxième partie, c'est un questionnement. Tout le livre entier est écrit à partir de ma perspective d'aujourd'hui, mais dans la deuxième partie, c'est plus présent, parce que la deuxième partie du texte, c'est l'ombre portée de cette histoire sur ma vie d'adulte, et sur une vie d'adulte en général. Et donc le questionnement sur comment être une adulte protectrice, puisque c'est ça mon souhait. Comment être une bonne adulte protectrice? Je ne sais pas. Non. C'est à nouveau des questions qui se posent. Là, grâce à tout ce qui se passe, on peut trouver des conseils. Et moi, j'ai cherché des conseils. C'est pas à moi de donner des conseils aux autres, mais en tout cas, de manifester le plus clairement possible ce désir-là, d'être moi-même quelqu'un qui ne va pas
abuser des enfants parce que j'ai eu moi-même une expérience horrible, mais au contraire, j'ai envie de devenir une personne qui protège d'autres enfants. Je trouvais que c'était un questionnement très important à explorer, et je l'explore de façon un peu théorique comme on en parle là, mais aussi de façon très précise, parce que mon texte, il est construit comme ça. Des fois, il y a des pensées, des réflexions, des fois, il y a des... J'ai besoin de l'incarner dans un récit très précis, donc je parle de la façon dont ça s'est produit dans ma vie, d'avoir une conversation avec ma fille. Ça ne veut pas dire que je conseille à quiconque d'avoir la même conversation de cette même façon-là, mais il fallait que je le fasse apparaître. Et je cite aussi des textes où il y a des parents qui essaient de protéger leurs enfants. Il y a un texte de Mary Gateskill que j'aime beaucoup. J'ai fait un espèce de commentaire de texte. J'adore faire des commentaires de texte. Et c'est un texte que je trouve fabuleux parce que c'est l'histoire d'un père qui se rend compte qu'il a son fils adolescent, 13-14 ans, qui a des fantaisies de meurtre. Et il en avait lui-même quand il était adolescent. Et il se pose la question, comment je vais faire pour être un bon papa pour lui et pour faire en sorte que cette chose-là qu'il a en lui, là, cette fantaisie de violence, qu'il arrive à la canaliser. Et c'est vraiment une façon très belle, parce qu'il ne réduit pas ça à je vais lui parler, je vais lui dire de ne pas le faire. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Même il dit, on n'en parlera jamais. On n'en parlera jamais, mais je serai toujours à côté de lui, je serai à ses côtés, et il ne sera pas seul avec ça. Et voilà, ça me fait envie de pleurer à chaque fois, ça me fait envie de pleurer, tant pis. Mais je trouve ça une image tellement juste, tellement précise, de ne pas laisser seul un adolescent avec des pensées morbides, de l'accompagner en étant présent auprès de lui. Voilà, c'est juste magnifique. Puis ce livre-là, Neige Sino nous accompagne, il ne nous laisse pas seuls. D'ailleurs, juste les œuvres qui sont citées dans ce livre-là, c'est hallucinant ce qu'on y trouve là-dedans. C'est des découvertes. C'est comme si on vous sentait aussi accompagné dans votre parcours. Et ça, comme lecteur, c'est qu'on trouve vous, on trouve votre pensée, votre écriture, puis on trouve aussi les personnes, les écrivains qui vous ont accompagné. Ça pour nous, c'est une merveille aussi comme lecteur et lectrice. Oui, il y en a plein d'autres. Hein. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on cherche un peu sur Internet et tout ça, on trouve aussi... Il y a tellement de gens qui ont écrit sur ce sujet. C'est un peu fou quand on s'y plonge un peu sérieusement. Et je sens qu'on n'a pas fini d'en parler, de lire aussi des textes sur ce sujet-là. Et c'est tant mieux si ça contribue à améliorer le sort de la société, le sort des enfants. Merci pour ce livre-là. Nous, on l'accueille de tout cœur et il est précieux pour nous. Il va changer en partie le monde. Merci beaucoup, Neige Sino. Merci à vous tous d'être là au Salon du Livre. Elle n'est pas encore partie. Elle est encore avec nous au Salon du Livre. Elle sera samedi, donc demain, à 12h45, en compagnie de Marie-Lise Hamelin et Léa Clermont-Dion dans un entretien animé par Linda Dion. Elle sera aussi demain à 18h30 en entrevue avec Pierrick Bailly et Frédéric Boyer à la librairie du Square à Outremont. Ça, c'est dans le cadre des activités dans le cadre du Salon du Livre de Montréal. Et en dédicace aussi jusqu'à samedi. Vous pouvez consulter le site. Bon, c'est écrit un peu partout ici là, pour son horaire de dédicace. Neige Sino, c'était un plaisir de vous recevoir pour ce livre-là. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait votre connaissance. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci.